Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, à mi-parcours de son mandat de 5 ans, l'heure est au bilan pour le président, Roch Christian-Marc Kaboré. Élu le 29 décembre 2015, le chef de l'État est confronté à des revendications sociales liées notamment à la hausse du coût de la vie. Nous irons à la rencontre d'un artisan de l'albâtre en Égypte, un matériau utilisé à l'époque des pharaons. Aujourd'hui, Abdallah, comme d'autres artisans de la ville de Luxor, fabrique des statuettes et monuments avec le même outil, un moyen de préserver l'héritage. Et puis au Kenya, le festival Reimagine Storytelling a mis en avant les contes et histoires du continent, des contes qui se transmettent de génération en génération et qui font partie de la culture africaine. Au Burkina Faso, 3 ans après son arrivée à la tête du pays, l'heure est au bilan de mi-mandat pour le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le président, élu le 29 décembre 2015, avait promis une transformation économique et sociale du pays, mais la hausse du coût de la vie est au centre des revendications sociales. Marcel Fabin-Maroun. Arrivé au pouvoir le 29 novembre 2015, le président Roch-Marc Christian Kaboré est le 9e chef d'État burkinabé, le 3e civil après Maurice Yaméogo et Michel Kafando. Avant son élection, l'ancien président de l'Assemblée nationale s'était engagé à valoriser le capital humain pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés. 3 ans après, des progrès significatifs sont à noter, notamment dans le secteur de la santé. Vous avez vu qu'on a pris des résolutions pour que l'engagement que le président du Faso a pris avec le peuple du Burkina Faso soit respecté. Au jour d'aujourd'hui, et c'est une première, la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à moins de 5 ans. Le coût de la vie n'est toutefois pas encore objet de satisfaction pour bon nombre de Burkinabés. Le 29 novembre 2018, plusieurs centaines d'entre eux ont manifesté dans les rues de Ouagadougou pour dénoncer la hausse du prix du carburant. Il y a lieu de dire que nous avons quand même fait en sorte que sur certains produits tels que le gaz et le fioul et le DDO, qui sont des produits, des hydrocarbures aussi, qui rentrent dans le cadre de non seulement de la production de l'électricité au Burkina, mais aussi dans le travail donc des ménages. Il y a une forte contribution de l'État qui consiste à une subvention donc de ces produits-là, de l'ordre de 6 milliards, pour le gaz 3 milliards et pour le fioul et le DDO 3 milliards par mois. Dans le cadre de la sécurité et de la lutte antiterroriste, le président Roch-Marc Christian Kaboré a renforcé les capacités des forces armées. Le budget de l'armée a même été majoré de 23,41% dans la loi de finances votée le 18 décembre 2018. Les élections en République démocratique du Congo n'auront finalement pas lieu le 23 décembre, comme prévu par la Commission électorale indépendante, mais le 30 décembre 2018. Un report qui serait notamment lié à l'incendie de l'entrepôt de la CENI ce 13 décembre. La Commission électorale se dit de ce fait incapable techniquement d'organiser l'élection ce dimanche. Reportage de notre correspondant Jacques Amboquin. C'est désormais officiel, les élections en République démocratique du Congo ne se tiendront plus au 23 décembre 2018. La Commission électorale nationale indépendante a, par son président Corneille Nangaa, annoncé au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 20 décembre les reports des scrutins. Les électeurs congolais iront aux urnes le 30 décembre. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, nationales et provinciales auront lieu le 30 décembre 2018. Les ajustements occasionnés par ces décalages feront l'objet d'une décision subséquente. Selon la Commission électorale nationale indépendante, l'incendie survenu dans la nuit du mercredi à jeudi 13 décembre est à la base de ces reports. Bien que la CENI affirme avoir remplacé les machines brûlées par d'autres venant de l'intérieur du pays, celles-ci ne sont pas accompagnées des bulletins de vote. Ainsi, 5 millions de bulletins de vote ont été commandés, dont un premier lot de 1 million. Sont arrivés à Kinshasa le mercredi 19 décembre 2018, alors que le dernier lot ne peut arriver qu'au soir du samedi 22 décembre 2018.
Malgré les reports annoncés, la campagne électorale se clôture ce vendredi 21 décembre comme initialement prévu, a déclaré le président de la CENI. À Kinshasa, la campagne des candidats à la présidentielle est suspendue depuis le mercredi 19 décembre. En rappel, ce sont plus de 40 millions de Congolais qui iront aux urnes pour les scrutins présidentiels, législatifs, national et provincial. Intensifier l'irrigation pour améliorer la productivité agricole en Afrique, c'est ce que préconise l'étude Waterwise, publiée le 17 décembre. En effet, face aux précipitations erratiques et aux conditions climatiques extrêmes, l'irrigation pourrait faire gagner plus de 30 millions d'hectares de terres arables. Corinne Kamsefem. Seulement 6% des terres cultivées sont actuellement irriguées en Afrique, contre 14% en Amérique latine et 37% en Asie. Le rapport Waterwise Smart Irrigation Strategies for Africa, publié ce 17 décembre par le panel Malabo-Montpellier, préconise la pratique de l'irrigation pour augmenter la production agricole. Sinon, la part des personnes en proie à la famine sur le continent pourrait augmenter de 5% d'ici 2030 et grimper à 12% d'ici 2050. Nous devons faire de l'irrigation une priorité politique afin de la généraliser en tant qu'ingrédient clé pour assurer la sécurité alimentaire du continent face à des conditions climatiques plus extrêmes. Actuellement, la superficie des terres irriguées sur le continent africain est de 7,7 millions d'hectares. Selon le rapport, avec les dotations en ressources hydrauliques, cette superficie pourrait passer à 38 millions d'hectares. Des perspectives réalisables si les gouvernements s'impliquent avec notamment la mise sur pied dans tous les pays de structures en charge de l'eau et de l'irrigation. Les États peuvent faire des plaidoyers pour que beaucoup de projets soient adressés pour lever ces contraintes d'irrigation. Parce que vous le voulez ou non, l'impact est énorme sur la productivité agricole. Des pays comme l'Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Maroc ou encore le Malawi ont des expériences réussies en matière d'irrigation. Au Malawi, par exemple, l'accroissement des terres arables irriguées a permis d'augmenter de 65% les revenus dans les zones où les agriculteurs participent à des programmes d'irrigation. Et rencontre à présent avec un artisan de l'albâtre en Égypte. Abdallah se bat pour préserver l'héritage du matériau qui servait à l'époque des pharaons à construire leurs temples et leurs tombes. Une tradition qui se poursuit dans la ville de Luxor, mais qui est confrontée à la baisse de l'activité touristique. Sharon Kamara. Dans un petit village situé sur la rive ouest de la ville égyptienne de Luxor, Abdallah travaille dans l'industrie de l'albâtre depuis près de 25 ans. Il dirige un atelier où l'on fabrique des statuettes en albâtre, un matériau utilisé à l'époque des pharaons. Mais depuis quelques années, l'artisan a du mal à joindre les deux bouts. La baisse de la fréquentation des touristes a un impact négatif sur son activité. Il n'y a pas de soutien financier pour que je puisse faire le travail et le soutenir. Si je ne conserve pas ce travail, comment vais-je manger ? L'industrie de l'albâtre est en déclin, parce qu'il n'y a pas d'assistance et il n'y a pas de tourisme. Le nombre de touristes est très réduit. Au lieu de vendre 10 pièces par jour comme à l'époque, j'arrive à peine à en vendre 2 aujourd'hui. Malgré les difficultés, Abdallah reste motivé par sa passion pour l'artisanat ancien. L'artisan qualifié a même des plans très ambitieux pour l'industrie en difficulté. Il ambitionne de construire un temple entier en albâtre seulement, afin de rendre hommage à l'héritage de ses ancêtres. Il déplore toutefois le manque de soutien du gouvernement. Cela fait longtemps que ce métier existe. Nous avons vu nos grands-parents exercer cette activité. Maintenant, c'est à nous de prendre le relais. Peu importe le temps qui passe, nous ne pouvons pas abandonner ce métier, même si c'est dur. Nous saurons toujours comment faire. À l'époque des pharaons, les sculpteurs utilisaient l'albâtre pour créer des objets qui étaient habituellement offerts aux dieux. Le matériau a également été utilisé pour construire des sols brillants des temples anciens. Aujourd'hui, dans les boutiques de Luxor, un objet en albâtre est vendu à partir de 50 livres égyptiennes et peut aller jusqu'à quelques milliers de livres égyptiennes selon sa taille. Au Kenya, le festival Reimagine Storytelling a mis à l'honneur les contes et histoires traditionnelles du continent africain. Des récits transmis de génération en génération. L'objectif, perpétuer la tradition et faire revivre ces contes qui font partie de la culture africaine. Massida Diaby.
Redonner vie aux contes traditionnels, c'est la mission que se sont donnés les conteurs et les griots venus de toute l'Afrique participer au Re-Imaged Storytelling Festival organisé le 15 décembre 2018 au Kenya. Nos histoires nous connectent avec nos souvenirs, avec notre passé. Elles nous guident, elles nous montrent la voie à suivre. Les personnages des contes deviennent des modèles dans nos propres vies. Nous nous appuyons sur eux pour devenir de meilleures personnes. Même si l'histoire écrite existe depuis des siècles en Afrique, c'est à l'oral que se transmet principalement la connaissance. À l'ère du numérique et de l'éphémère, préserver et perpétuer cette tradition est primordial pour Maïmouna Diallo à l'initiative du festival. J'ai voyagé dans de nombreux petits villages d'Afrique de l'Est. Je me suis rendu compte que les gens ne se souviennent plus de leur propre histoire. Tous ceux qui transmettaient ces histoires sont maintenant très âgés. C'est très important de préserver les histoires que l'on raconte. Au-delà de ça, c'est aussi très important de préserver la tradition orale en elle-même. Écouter une histoire que l'on vous conte est très différent que de regarder la télévision. C'est quelque chose de très précieux qu'il ne faudrait surtout pas perdre. Corruption, avidité, guerre, népotisme, autant de questions contre lesquelles ces histoires nous mettent en garde. Transmises de génération en génération depuis des siècles, les histoires que l'on raconte glorifient les héros de la culture africaine comme Thomas Sankara et Fela Kuti. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.